quel que soit le sujet de l'appel, on est au bon endroit puisqu'il n'y a pas de mauvaise raison d'appeler le 143. Bonjour à toutes et tous. C'est déjà le dernier épisode de cette série de podcasts liés aux thématiques abordées dans le roman Histoire de nous écrire. Pour rappel, l'histoire qui se déroule dans la ville de Lausanne actuelle et passée aborde de nombreux sujets de société, mais aussi des problématiques plus personnelles propres aux différents personnages. C'est pour faire écho à ces enjeux sociaux et psychiques que j'ai demandé à des intervenantes et des intervenants vaudoises et vaudois qui s'impliquent concrètement pour améliorer la santé sociale et mentale de toutes et tous, de nous parler de leurs activités. Si vous n'avez pas encore entendu les 8 précédents épisodes, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet, sur YouTube ou sur Spotify pour découvrir des personnes qui ont de quoi nous faire réfléchir et nous inspirer. Ceci étant dit, pour conclure cette série, nous allons écouter la responsable de la formation à la main tendue vaudoise. Le 13 janvier dernier, j'ai donc rencontré Mélina Blanc dans les locaux de la Main tendue Vaud. Après m'avoir présenté l'organisation, la responsable a parlé des appels téléphoniques du 143, de leur contenu et de leur fréquence, mais aussi des bénévoles et des défis pour l'avenir d'une structure comme celle-ci. Je vais vous laisser découvrir tout ça par vous-même, juste après l'extrait du roman lié à la thématique d'aujourd'hui, et lu comme toujours par la conteuse vaudoise Anne-Sophie Fornet-Gaillard. Une sirène résonne dans la ville fatiguée. Une seconde poursuit dans les rues intriguées. Une troisième s'ajoute sur la place arrêtée. Les passants sont immobiles, incrédules, les yeux figés sur les hautes flammes qui rougissent les bâtiments environnants. La place du comblement est sous le choc. Les véhicules policiers cerclent la zone piétonne, suivis des services du feu. Les murs écarlates virent au bleu, les pompiers s'attellent à leur mission. Le feu s'atténue, puis s'éteint. Les fumées épaisses s'évaporent. Le corps s'écrase. Au coin de la fontaine, une silhouette est étendue, immobile, calcinée. Le public abasourdi tente d'identifier la victime. Impossible. Les agents qui espèrent encore percevoir un signe de vie se précipitent. Alors, je m'appelle Mélina Blanc, j'ai une longue histoire avec la main tendue. J'ai commencé comme répondante bénévole quand j'étais étudiante et j'ai été coordinatrice de l'équipe pendant longtemps et puis actuellement je suis responsable de la formation. Nous reviendrons assez rapidement sur cette formation, mais avant ça, pour faire écho à l'extrait qu'on vient d'entendre, je propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, à savoir le suicide, parce qu'il me semble que vous avez un message important à faire passer à ce propos. Oui, alors le suicide, c'est vraiment à la base de la création des services comme le nôtre. C'était vraiment l'idée de pouvoir éviter que les gens passent à l'acte. Le revers de la médaille, pour moi, c'est qu'on a été beaucoup présentés comme des spécialistes du suicide, des spécialistes de la santé mentale. Moi, j'aimerais corriger un petit peu cette image parce qu'on est vraiment là pour tout le monde, en fait. Et on est là autant pour des personnes qui sont atteintes dans leur santé mentale que pour tout un chacun. Et voilà, je crains un petit peu que cette image de service spécialisé retienne certaines personnes d'appeler, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison et qu'on est vraiment là pour tout le monde. Comment est-ce que la main tendue est passée d'une structure orientée sur le suicide à une structure d'écoute beaucoup plus large ? Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, on s'est rendu compte que c'était bien de soutenir les gens quand ils sont dans le plus dur de la crise et le plus en danger, mais que si on les soutient aussi à d'autres moments, et en amont, c'est aussi faire de la prévention du suicide. Donc c'est comme ça qu'on est passé d'un service spécialisé de prévention du suicide à un service finalement généraliste qui est là, quelle que soit la problématique. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de thèmes qui reviennent souvent dans les appels, pour qu'on puisse se rendre un peu mieux compte du genre des besoins que les gens auraient ? Oui, on peut se référer à nos statistiques. Il y a beaucoup de questions en lien avec la souffrance psychique, dans une acceptation vraiment très large.
On peut mettre sous souffrance psychique, par exemple, quelqu'un qui est angoissé. Donc, il ne s'agit pas forcément de personnes qui nous font part d'une pathologie pour laquelle il y a eu un diagnostic, etc. Après, il y a beaucoup de solitude quand même, de problèmes relationnels. Assez souvent aussi ce que nous on appelle la gestion du quotidien, donc des gens qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se mettre à faire leurs tâches ou une démarche particulière ou se mettre en route le matin. La question du suicide, je crois qu'on est actuellement entre 2 et 3% de nos appels. Maintenant, ce n'est pas forcément des gens qui se trouvent dans un danger immédiat. Ça peut être des gens qui font part d'idées suicidaires mais qui ne sont pas dans une urgence. Il y a des gens qui peuvent avoir besoin d'être orientés, mais c'est une minorité. La plupart, ils ont surtout besoin de parler, de déposer de manière assez immédiate. On a aussi un certain nombre de personnes qui appellent et qui raccrochent sans parler. Je peux imaginer aussi que parfois, quelqu'un appelle et la voix qui lui répond ne lui convient pas. C'est une rencontre, donc quelle que soit la compétence du répondant ou de la répondante, des fois ça ne colle pas. Et puis, on a des gens qui appellent, j'ai envie de dire, avec un prétexte. Typiquement, qui vont dire, par exemple, qu'ils ont besoin d'une adresse. Puis quand on laisse un peu d'espace, on voit qu'on peut faire tout un entretien en allant dans autre chose qui est le cœur du problème. Et en termes de fréquence et de quantité d'appels, ça représente à peu près quoi ? Peut-être pour vous donner un chiffre qui est plus parlant, nous, pour le canton de Vaud, ça représente à peu près 90 appels par 24 heures. Non, par rapport aux périodes de l'année, il n'y a pas vraiment de régularité au niveau des chiffres, si ce n'est qu'il y a plus d'appels en soirée quand les autres services sont fermés, c'est à peu près ça. Par rapport à mon expérience, je dirais, les périodes où il y a souvent plus, c'est l'automne. Et puis parfois, on a aussi une hausse des appels en été, la période des vacances. Là, mon hypothèse, c'est qu'il y a beaucoup d'autres services qui tournent au ralenti, de professionnels qui sont en vacances. Est-ce que vous avez l'impression que ça a beaucoup changé avec le temps ? Ça fait bientôt 60 ans qu'on existe sur le canton de Vaud, et puis c'est tout le temps en augmentation, le nombre d'appels. Depuis la période Covid, on a eu une recrudescence d'appels de personnes un peu plus jeunes qu'avant. Les périodes de confinement, etc., ont fait beaucoup de dégâts dans la santé mentale des jeunes. Ça a un petit peu débordé chez nous, je pense, parce que tout le réseau a été surchargé. Justement, parmi les personnes qui vous appellent, est-ce qu'il y a des générations ou des populations qui sont plus récurrentes que d'autres ? Nous, on accueille tout le monde, donc parfois même des enfants. Maintenant, il y a le 147 qui a été créé depuis un bout de temps. On avait participé à la création du 147 quand il a été mis sur pied au début. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la manière dont se passent ces appels ? Parce que j'imagine qu'ils ne doivent pas toujours être évidents, ni pour les personnes qui appellent, ni pour celles qui répondent. En soi, c'est tout simple, parce qu'il n'y a qu'à prendre son téléphone, et puis c'est anonyme, et dans ce sens-là, c'est plus facile que d'autres démarches pour chercher de l'aide. Mais n'empêche que c'est quand même pas tout simple. Raconter ce qu'on vit, c'est aussi faire face à tout ça, donc je trouve que ça demande du courage. Parfois, les gens ne savent pas très bien par où commencer. Parfois, ils sont très pris par l'émotion aussi, puis il faut laisser le temps, laisser de l'espace aux larmes, par exemple, avant de pouvoir entrer dans un dialogue. Parfois, il y a besoin de rester un moment en silence. C'est toutes des choses qui sont possibles. Et du coup, la durée d'un entretien, ça peut vraiment varier, de quelques minutes à parfois jusqu'à plus d'1 heure. Alors, avec le nombre d'appels qu'on a aujourd'hui, on n'a pas toujours l'espace pour pouvoir faire un entretien aussi long. Les répondantes et répondants, pour pouvoir être adaptés et adaptés aux différentes situations, est-ce qu'il faut qu'ils et elles aient un cursus particulier ? Et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus d'elles et eux ? Alors, c'est des bénévoles qui répondent au 143, et puis ils sont encadrés par 4 professionnels. Ils sont formés à la base sur une longue période. Et puis, pendant toute la durée de leur engagement, ils ont des supervisions qui sont obligatoires et de la formation continue régulière. Et puis tout un tas de ressources qui sont proposées parce qu'effectivement, on ne peut pas écouter les autres si on n'est pas écouté soi-même, si on n'a pas des moyens d'être ressourcé. Et c'est un engagement qui est très important, qui est très exigeant. N'importe qui peut faire une demande pour devenir bénévole. On n'a pas de prérequis par rapport au CV de la personne. On a des critères, mais le parcours professionnel n'en fait pas partie. Et en termes de chiffres ?
On a une équipe, je dirais, de 50 à 60 personnes environ, qui se relayent 24 heures sur 24. Pour terminer cet épisode, quels sont les défis ou les projets pour l'avenir ? Comment est-ce que la main tendue s'adapte au changement de société ? Notre mission première, c'est d'accueillir, de vérifier qu'on n'est pas dans une urgence. Ça, aujourd'hui, on arrive à le couvrir. Mais très régulièrement, il y a des entretiens qu'on doit remettre à plus tard. Donc quand les gens appellent, on va toujours leur répondre. Mais on peut leur dire, on est déjà en ligne avec quelqu'un d'autre et on vous invite à rappeler dans un petit moment ce que les gens font le plus souvent. Des appelants peuvent vivre une certaine frustration au moment où on leur demande de rappeler, alors qu'ils espéraient avoir un entretien de manière immédiate. On est à la fois une ligne d'urgence et un service de soutien. Donc il y a des gens qui rappellent très fréquemment. Et ces personnes-là, qui vont peut-être appeler tous les jours, prennent beaucoup de place aussi. Donc on peut se poser la question, parce que ça peut être sans limite à un moment. Et puis jusqu'où il est bon aussi d'accueillir ces gens et pas de se substituer à des contacts sociaux qu'ils pourraient avoir par ailleurs ou à d'autres services. Donc c'est des questions qui sont très complexes en fait et qui ne se réduisent pas simplement à un nombre d'appels. La prestation principale ou la plus connue, c'est le téléphone, 24 heures sur 24. Et puis, on propose aussi un soutien par courriel et depuis quelques années aussi par chat. Mais comme je vous disais, il n'est pas encore développé il est loin d'être développé pour couvrir du 24 heures sur 24. On sait que les plus jeunes générations n'ont pas tellement l'habitude de communiquer par téléphone, donc ça, c'est une question qui se pose pour l'avenir. Une question qui est peut-être plus personnelle de ma part, c'est aussi la question des différentes langues. Il y a toute une part de la population en Suisse qui n'est pas forcément à l'aise avec le français. Depuis quelques années, il y a un nouveau projet qui s'est un peu développé par l'antenne zurichoise. C'est une réponse en anglais. Et puis sinon, dans les défis à long terme, il faudra voir aussi si on arrive à maintenir avec des bénévoles, comme ça se fait aujourd'hui, comment les générations suivantes vont s'engager dans le bénévolat, avec, comme je disais, un bénévolat qui est très exigeant quand même. On est aussi de plus en plus dans une culture de l'immédiateté, et puis nous, on est sur un processus qui est très long. Souvent, les personnes qui ont envie de faire du bénévolat, ils ont envie de s'engager puis de commencer demain. Et puis nous, c'est très long parce qu'il y a toute cette formation à faire. Donc voilà, le recrutement des bénévoles, c'est aussi une question à long terme. Et est-ce que vous auriez une petite chose à ajouter pour conclure ? Un de nos plus vieux slogans de communication à la main tendue, c'était « quelqu'un à qui parler ». Et pour moi, ça a été le meilleur slogan en fait, de notre association. Quel que soit le sujet de l'appel, on est au bon endroit puisqu'il n'y a pas de mauvaise raison d'appeler le 143. Si vous avez apprécié le récit de Mélina Blanc, que vous souhaitez vous-même parler à quelqu'un, que vous connaissez une personne qui en aurait besoin ou que vous êtes motivé à vous investir dans du bénévolat à long terme, n'hésitez pas à consulter le site internet de La Main Tendue que vous trouverez en description. Le numéro 143 permet un anonymat complet. Sachez que même le numéro n'est pas identifiable. Si vous avez apprécié la lecture de Anne-Sophie Fournier-Gaillard, je vous invite aussi à regarder son site internet pour découvrir ses nombreuses qualités artistiques. Et enfin, si vous avez apprécié l'extrait que vous avez entendu ou le projet de manière générale, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mon site internet, Instagram ou Facebook, ou même qui sait, vous procurer un livre en ligne ou en librairie. Toutes les informations se trouvent sur mon site internet ou mes réseaux, que vous trouverez aussi en description.